Bonjour chers abonnés. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe vraiment derrière les portes closes des couples parfaits, ceux qui affichent des sourires éclatants sur les photos, des fêtes de famille harmonieuses, des déclarations d'amour sur les réseaux, et qui en réalité cachent un volcan prêt à exploser? Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'un meurtre, on va parler d'une trahison qui a mis le feu aux poudres, une liaison interdite, un secret trop lourd à porter, et un homme poussé au bord du gouffre qui a décidé de ne plus le garder pour lui. Ce que vous allez entendre, c'est une histoire vraie, aussi dérangeante que fascinante. Une descente aux enfers, là où la jalousie devient plus forte que la raison, là où un sourire cache une arme, et où la quête de vérité commence avec un simple chapeau, abandonné sur le trottoir. Restez bien jusqu'à la fin, parce que cette affaire va vous prouver qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, même ceux qu'on aime. Waipahu, petite ville paisible perdue dans l'écrin verdoyant de l'île d'Oahu, un ancien bastion de canne à sucre, aujourd'hui devenu une commune de 40 000 âmes, des rues tranquilles, bordées de palmiers, une chaleur douce, le genre d'endroit où l'on pense être à l'abri de tout, sauf que non. Ce jeudi matin-là, 13 janvier 2022, le soleil s'est levé sur une journée sans histoire. Le ciel était clair, l'air tiède. Rien ne laissait présager ce que Lily Tokuhara allait découvrir. 8 heures, elle s'est dirigée vers la clinique de son fils, John, un lieu qu'il chérissait, qu'il avait bâti de ses propres mains depuis bientôt 20 ans. 47 ans, un homme accompli, patron de sa propre clinique en médecine alternative, un homme respecté à qui l'on confiait ses douleurs et ses secrets. La veille, il avait promis de passer prendre le dîner qu'elle lui avait cuisiné. Un simple geste, un rituel entre une mère et son fils, mais il n'était jamais venu. Alors Lily s'est inquiétée. Elle a pris la route, et en arrivant, elle a vu le pick-up blanc de John, une Toyota Tacoma, garée juste devant, comme figée dans le temps. Elle a contourné le bâtiment et a poussé la porte arrière, qui, étrangement, n'était pas verrouillée. L'entrée principale, celle qui donnait sur Waipahu Depot Street, elle, était condamnée depuis des mois. À l'intérieur, un silence assourdissant. Et puis, le choc. Dans le bureau de John, elle l'a vu, étendu sur le sol, inerte, une mare de sang, immense, rouge vif, s'étalait près de sa tête. Son fils ne bougeait pas. Pas un souffle, pas un battement, rien. Et dans ce moment suspendu, tout l'amour, toute l'angoisse, toute la peur d'une mère ont hurlé dans ce silence-là. Les secours sont arrivés. Mais il était déjà trop tard. Bien trop tard. John Tokuhara ne respirait plus, et sa mère, Lily, restée figée devant cette scène d'horreur, n'a pas pu faire un geste. La première silhouette officielle à franchir le seuil de la clinique fut celle de l'officier John Minter, policier d'Honolulu. Même si John était habitué à de tels cas de tragédie, il a été choqué malgré 20 ans de service. En inspectant les lieux, Minter a découvert quelque chose, de froid, de précis, une douille, calibre 22, posée là comme une signature discrète. Plus tard, les techniciens de scène ont mis la main sur 2 autres douilles, l'une cachée sous le corps de John, l'autre glissée derrière un réfrigérateur, comme si elle fuyait la lumière. Le rapport médico-légal est tombé rapidement. La cause du décès? Une balle en pleine tête, mais pas une seule. Non. John avait été touché au moins 4 fois, 4 tirs, le genre d'exécution qui n'a rien d'un accident. Ça, ce n'était pas une crise de panique, c'était du calcul, de la froideur. C'était une mise à mort préméditée. Mais alors, pourquoi? C'est là que l'affaire a basculé, parce qu'un détail, un seul, a tout changé. À quelques centimètres du corps se trouvait une liasse de billets, pas quelques dollars perdus dans une poche. Non, une somme importante. Environ 4 000 $ en grosses coupures, parfaitement visibles, parfaitement accessibles et parfaitement ignorées, pas volées, pas même effleurées. Alors la question est tombée comme une enclume. Si l'agresseur connaissait l'existence de cet argent et tout laissait penser qu'il le connaissait, alors pourquoi ne pas l'avoir pris? Ce n'était pas un cambriolage, ce n'était clairement pas un crime d'opportunité, c'était personnel, ciblé, délibéré. John Tokuhara n'avait pas d'épouse, pas d'enfant, mais il avait des piliers, sa mère, Lily, ses neveux, sa sœur,
Une famille soudée, présente et surtout aimante. John, c'était ce genre d'homme qu'on oublie difficilement. Charismatique, engagé, profondément humain. Il adorait l'océan, il surfait, pêchait, maniait l'aviron comme un natif du Pacifique. Il avait fait de la médecine chinoise sa vocation, un master, puis sa propre clinique, un rêve devenu réalité. Et il la dirigeait seul, avec rigueur, avec passion, presque avec obsession. Ses amis parlaient de lui avec le genre de tendresse qu'on réserve à ceux qui laissent une trace. Dans la ville de Waipahu, il n'était pas seulement connu, il était aimé. Il participait à des œuvres caritatives, entraînait de jeunes sportifs, soutenait les anciens combattants, finançait des bourses pour les lycéens. Une présence, une figure. Et pourtant, même les hommes les plus respectés cachent parfois des zones d'ombre. John avait eu des relations, certaines simples, d'autres beaucoup moins. Et c'est là que l'histoire va prendre un virage que personne ne va voir venir. Pour les enquêteurs, l'affaire John Tokuhara s'est rapidement transformée en labyrinthe. Un de ces dédales où chaque porte semble donner sur un mur et où le moindre indice devient une obsession. Parce que voilà le problème. Personne n'avait de raison apparente de vouloir du mal à John. Ils ont interrogé ses amis, sa famille, ses collègues. Tous, sans exception, ont peint le même portrait, celui d'un homme droit, généreux, respecté. Pas une once d'hostilité dans les témoignages, pas de dette, pas de conflit ouvert. Rien, rien du tout. Et c'est peut-être ce qui les a le plus déstabilisés. Le mobile restait un mystère, un vide. Alors, la police a changé d'angle. Plus question de survoler les apparences. Ils ont creusé, s'enfonçant dans l'intimité de John, heure par heure, minute par minute, jusqu'aux derniers instants de sa vie. Dans son bureau, 2 téléphones ont été retrouvés. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Le premier téléphone, classique, professionnel, c'est celui avec lequel il avait envoyé un message à sa mère, Lily, un peu après 18 heures. Il lui disait qu'il allait passer prendre le dîner, ce fameux dîner qu'elle avait préparé la veille. Mais il n'était jamais venu. Le deuxième appareil, lui, c'était tout autre chose. Un téléphone hors réseau, connecté uniquement en Wi-Fi, inutilisable pour appeler ou envoyer un SMS. Et pourtant, il avait été actif. Le soir du meurtre, l'application Pokémon Go avait été lancée à 17h40 et elle était restée ouverte jusqu'à 20h45, heure à laquelle le téléphone s'était éteint. Oui, vous avez bien entendu. Pokémon Go. Un détail presque absurde. Un homme de 47 ans, passionné par les médecines douces et les Pikachu. Mais ce n'est pas ça qui a inquiété les enquêteurs. Ce qui les a glacés, c'est cette question qui planait. Était-il vraiment en train de jouer pendant tout ce temps? Ou bien, était-ce lui qui tenait ce téléphone? Ou pire encore, était-il déjà à terre, pendant que l'autre restait là, à faire semblant? Un écran allumé ne prouve rien. Et l'absence de mouvement entre 19h30 et 20h45, une période suspecte, inexplicable, 18h18. C'est l'instant où tout s'est figé. Le téléphone principal de John Tokuhara s'était soudainement éteint. Plus de messages, plus d'appels, silence radio. Comme si la vie elle-même avait été mise sur pause. Et ce silence-là, il allait devenir le nerf de l'enquête. Les policiers ont retracé ce créneau horaire comme s'ils traquaient un fantôme. Ils ont épluché chaque enregistrement, chaque image capturée par les caméras de surveillance du quartier. Et là, ils ont vu ça. 3 minutes avant 18h, un pick-up blanc, un Chevrolet Silverado, a quitté la Verrington Highway. Il a lentement tourné dans Waipahu Depot Street, puis il a commencé à zigzaguer. Il a pris à gauche, puis à droite, puis encore à gauche. Comme un animal en chasse, comme quelqu'un qui savait exactement où il allait, mais cherchait à ne pas se faire voir. Et puis, plus rien. Le véhicule a quitté le champ des caméras, mais quelques instants plus tard, un individu est apparu, à pied. Tranquille, lent, trop lent, et ce n'est pas son look qui a rassuré les enquêteurs. Bien au contraire, chapeau, lunettes de soleil sombre, foulard lâche sur la tête, un châle enroulé autour du cou bien trop long pour un climat tropical, et surtout, un sac en papier Kraft brun, tenu bien fermement entre les mains. L'allure d'un touriste? Non.
plutôt celle de quelqu'un qui ne voulait pas être reconnu. Les caméras l'ont filmé entrant dans la clinique de John à 18h16. Et devinez quoi? C'est précisément à ce moment-là que le téléphone de John s'était tu. Pile. À la seconde près. Puis, un long soupir. 48 secondes. C'est le temps qu'a passé cet individu à l'intérieur. 48 secondes pour mettre fin à une vie, pour anéantir une famille, pour faire de Wipeout une scène de crime. Puis, il est ressorti, aussi calmement qu'il était entré. Aucune trace de panique. Personne d'autre n'est entré. Personne d'autre n'est sorti, jusqu'au lendemain matin, jusqu'à ce que Lily Tokuhara pousse cette porte, sans savoir qu'elle allait découvrir l'innommable. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Une autre caméra, plus loin sur Depot Street, a capté à nouveau ce pick-up blanc. Flou, mais identifiable. Il passait devant plusieurs commerces. L'image était mauvaise, brouillée, mais les experts ont réussi à en extraire une pépite. La plaque d'immatriculation. Pas entière, non, mais suffisamment lisible pour deviner 3 lettres et 3 chiffres. Malheureusement, le reste était illisible. Alors une unité spécialisée a été mobilisée. Leur mission: vérifier toutes les plaques d'immatriculation de la ville. Trouver chaque Silverado blanc, 4 portes, années 2014 à 2016, avec des plaques pouvant commencer par 3 lettres et finir par 3 chiffres. 53 véhicules. Ils les ont listés, un à un. Demander des photos, étudier les adresses, inspecter les garages, les domiciles, les visages, parce qu'ils le savaient. Quelque part, dans cette liste, le meurtrier se cachait. Après des jours d'enquête, de recoupement, d'examens minutieux, il ne restait qu'un seul véhicule sur la liste. Un seul Chevrolet Silverado blanc, 4 portes, fabriqué entre 2014 et 2016, avec une plaque d'immatriculation partiellement concordante. Il appartenait à un homme. 34 ans, nom, Eric Thompson. Et ce nom-là n'était pas un inconnu dans le carnet de John Tokuhara. Non, Eric Thompson avait déjà franchi le seuil de cette clinique. En tant que patient, quelques années plus tôt, il avait consulté John pour un syndrome du canal carpien, une douleur au poignet, un problème banal, une consultation sans tension, en apparence. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais ce que la police allait découvrir ensuite allait tout changer, parce qu'Eric Thompson n'était pas seulement un ancien patient, il était aussi un entrepreneur respecté, prospère, à la tête de sa propre société dans le bâtiment, un homme issu d'un milieu calme, bien éduqué. Lycée Kalani, Université d'Hawaï, un parcours sans éclat, mais sans faille non plus. Et sur le plan personnel, l'image était parfaite, trop parfaite. Marié à Joyce Thompson, son amour de jeunesse. Leur histoire ressemblait à un conte de fées version banlieue chic. Ils s'étaient connus au lycée, 17 ans, inséparables. Le genre de couple qu'on appelle « sweethearts », les chouchous du bahut. Ceux qu'on imagine vieillir ensemble sur un rocking chair. De cette union était née une petite fille, Emma, 3 ans à peine en 2022. Et tout autour d'eux, une aura. La belle maison, les photos de famille, les fêtes d'anniversaire dans le jardin, un couple modèle. À première vue, il n'y avait rien, rien qui crie suspect, rien qui alerte, rien d'autre qu'un homme rangé, père de famille, propriétaire d'entreprise. Un gars propre sur lui, bien coiffé, bien marié, un homme qui autrefois avait remercié John Tokuhara de lui avoir soulagé une douleur tenace. Alors pourquoi aurait-il fait ça? Eric et Joyce Thompson, c'était une histoire de lycée. Ils s'étaient rencontrés jeunes, insouciants, beaux, amoureux. Et le 14 janvier 2017, 13 ans jour pour jour après leur rencontre, ils s'étaient dit « oui ». Une cérémonie intime, bord de mer, dans la maison d'un ami, une trentaine de convives, les embruns, les sourires, les vœux, tout semblait parfait. Ils avaient ensuite emménagé à Kiawah, à une trentaine de minutes de Wipeout, un petit coin tranquille pour démarrer leur nouvelle vie. Elle, élégante, lui, ambitieux. Ils avaient connu les grandes étapes. La fin des études d'Eric à l'université d'Hawaï, et enfin la naissance de leur fille 2 ans avant le drame. Et pourtant, derrière le décor de cartes postales, le vernis s'était craquelé,
Leur mariage, aussi beau fût-il, s'était lentement désagrégé de l'intérieur. Et c'est là, dans ce moment de doute, que John Tokuhara était revenu dans le décor. Pas comme ennemi, pas encore, comme solution. Car c'est justement leur désir désespéré d'avoir un enfant qui avait conduit Joyce à pousser la porte de la clinique. Un professeur, bien intentionné, leur avait suggéré l'acupuncture pour stimuler la fertilité. John, professionnel, avait alors commencé à traiter Joyce pour ses douleurs, pour ses chances de tomber enceinte. Et à cette époque, Eric avait confiance. Il croyait que John les aidait. Et il l'a fait, pendant un temps. Mais après la naissance de leur fille, Joyce avait continué à voir John, encore et encore, comme un ami, comme plus qu'un ami. Pour Eric, John était devenu une sorte de membre de la famille. Mais pour la police, il est vite devenu autre chose. Les enquêteurs ont commencé à fouiller. Et très vite, quelque chose a cloché. Des mandats de perquisition ont été délivrés. Le domicile, le pick-up, les téléphones, les effets personnels. Et là, le couple Thompson a changé de ton. Ils ont cessé de coopérer. Plus un mot. Silence. Et silence. En matière criminelle. Ça hurle. Ils ont contacté des avocats, se sont retranchés derrière le droit au silence. Et pendant ce temps, les enquêteurs ont continué à creuser. Ils ont réexaminé les images de vidéosurveillance. Et là, un détail a surgi. Un détail que personne n'avait remarqué jusqu'ici. Un détail qui allait tout faire basculer. Le soir du crime, Eric Thompson avait quitté son domicile à 17h20. Il est monté à bord de son pick-up blanc, un Chevrolet Silverado, modèle 2014. Direction, l'autoroute. Malheureusement, ou stratégiquement, peu de caméras couvraient ce trajet entre son domicile et la clinique. Une zone grise, un vide opportun. Trop opportun, mais à 17h57, un pick-up blanc, identique au sien, a été filmé à quelques mètres de l'office de John. Et là, le timing devient parfaitement suspect. Selon Google Maps, le trajet dure entre 35 et 55 minutes, exactement ce qu'il lui aurait fallu s'il était bien parti à 17h20. Mais ce n'est pas tout. Vers 18h47, des caméras de voisinage ont filmé Eric, rentrant chez lui. Et moins d'une heure plus tard, dans la pénombre de leur jardin, un feu s'est allumé. Lentement, silencieusement. Pendant 5 minutes, les flammes ont dansé dans l'obscurité. Pour les enquêteurs, ce feu n'avait rien d'anodin. Ce n'était pas un barbecue improvisé, ni un feu de joie, non. C'était un feu de nettoyage, un feu d'effacement. Ils ont immédiatement pensé des preuves, peut-être des vêtements, des gants. Une arme? Mais ce n'était toujours pas fini. Plus tard dans la nuit, Eric a repris la route. Et cette fois, un détail a sauté aux yeux des enquêteurs. Dans la benne de son pick-up, un coffre à outils en métal. Un élément absent plus tôt dans la journée. Un élément qui, à 22h43, était toujours là. Et ce coffre-là, on ne l'a jamais vu apparaître dans sa routine habituelle. Coïncidence? Préparation? Tentative d'éloigner quelque chose? Ou quelqu'un? On ne le saura peut-être jamais. Mais une chose est sûre, les indices s'accumulaient. Et si les enquêteurs n'avaient pas encore de preuves directes reliant Eric Thompson, ou même Joyce, au meurtre de John Tokuhara, le tableau, lui, commençait à prendre forme. Un tableau accablant. Dans leur jardin, ils ont trouvé une brouette, abandonnée près de la clôture. À l'intérieur, un seau. Et dans ce seau, des traces de brûlure, récentes, comme si quelqu'un avait tenté d'y faire disparaître quelque chose, un tissu, un objet, un secret. Puis, lors d'une autre perquisition, un détail glaçant, 12 armes à feu. Enregistrées, oui, légales peut-être, mais suffisantes pour faire de n'importe quelle dispute. Un drame. Mais l'affaire ne s'arrêtait pas aux 12 armes à feu. 2 autres, non déclarées, ont été découvertes au domicile d'Eric Thompson. Illégales, invisibles, inconnues des registres, et parmi elles, 2 carabines de calibre 22. Le même calibre que celui utilisé pour abattre John Tokuhara. Un frisson a parcouru l'équipe, un espoir brutal. Ça y est, pensait-il, on y est. Mais cet espoir s'est effondré, littéralement. Les expertises balistiques ont parlé. Aucune de ces armes n'avait servi cette nuit-là.
impasse, ou pire, manipulation. Car s'il y avait une chose qu'Eric Thompson maîtrisait, c'était le détail. Les enquêteurs, eux, se sont alors concentrés sur le deuxième départ d'Eric, plus tard dans la soirée. Que transportait-il cette fois-là? Car en plus des armes, ils avaient trouvé chez lui un détail qui ne passait pas. Plus de 1000 munitions de calibre 22. Un stock disproportionné, anormal. Préparé? Mais ce n'est pas ça qui a tout fait basculer. Non, ce fut un chapeau. Oui, vous avez bien entendu. Sur les images de vidéosurveillance, les enquêteurs ont revu la scène. Le suspect, toujours ce même homme mystérieux, lunettes noires, foulard, chapeau clair, était entré dans la clinique de John à 18h16, et 48 secondes plus tard, il était ressorti. Mais au moment où il traversait Wipeout Depot Street, son chapeau était tombé. Il est resté là, au milieu de la route, pendant 10 longues minutes, jusqu'à ce qu'un sans-abri qui passait par là, intrigué, le ramasse. Il l'a brièvement porté, puis l'a suspendu dans sa tente. Il ne l'a plus jamais utilisé. Et c'est ce détail, ce petit chapeau oublié, qui allait devenir la pièce centrale du puzzle. Parce que si la police parvenait à le retrouver, il pouvait contenir de l'ADN, des résidus de poudre, des cheveux, une empreinte, n'importe quoi, mais suffisamment pour que l'affaire ne repose plus sur des hypothèses. Et puis, le 14 février 2022, la Saint-Valentin, un symbole cruel, une ironie glaciale. Eric Thompson a été arrêté. Ce chapeau contenait bel et bien son ADN. Il a officiellement été inculpé pour meurtre au second degré et pour possession illégale et usage d'armes à feu dans le cadre d'un crime violent. Il a payé une caution d'1 million de dollars et se préparait à affronter l'un des procès les plus suivis de l'année à Hawaï. Mais pour les enquêteurs, il manquait encore une pièce essentielle, le mobile. Et ce qu'ils allaient découvrir allait tout renverser. Ils ont fouillé le téléphone principal d'Eric, des milliers de messages sur Instagram de sa femme, plus de 5600 en un seul mois. Et au milieu de cet océan numérique, un nom revenait sans cesse. Joyce Thompson. John Tokuhara et Joyce entretenaient une relation intense, très intime. Photos, vidéos, déclarations brûlantes, cœurs enflammés, corps dévoilés. Une liaison passionnelle. Ils avaient même les rapports sexuels dans la clinique de John. C'était une relation secrète. Elle avait duré plusieurs mois, jusqu'à ce qu'elle prenne fin, brutalement, 7 mois avant le drame. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. C'est à ce moment-là qu'Eric Thompson a tout découvert. Et dans cette avalanche de messages retrouvés dans le téléphone d'Eric, un détail est revenu comme un refrain brisé. C'est John Tokuhara qui semblait le plus investi dans cette relation. C'est lui qui, le premier, avait lâché les mots les plus lourds, « je t'aime ». Et il ne s'était jamais arrêté. Pendant des mois, il avait continué à écrire, à espérer, à rêver, des messages doux, d'autres frustrés. Des appels à l'amour, à la vérité, des fragments de cœur lancés à une femme déchirée, car Joyce, elle, hésitait. Elle ne niait pas ses sentiments. Non, elle les reconnaissait, mais elle avait peur, peur de tout perdre. Son mari, sa fille, cette image de famille parfaite qu'elle avait mis des années à construire. Alors elle a joué sur 2 tableaux, tiraillée, coupable, amoureuse, mais liée. À l'été 2021, John n'en pouvait plus. Il lui a demandé de choisir. Il voulait que Joyce quitte son mari, qu'ils officialisent leur histoire, qu'ils arrêtent de se cacher dans les ombres. Mais elle n'a pas pu, pas tout de suite. Puis, en juillet, Joyce a fini par avouer à John que son mari savait tout. Eric avait remarqué ses absences nocturnes, ses départs discrets quand la maison dormait. Alors, un soir, il a consulté les enregistrements de leur propre système de vidéosurveillance, et ce qu'il a vu a fait exploser sa réalité. Joyce, quittant le domicile conjugal, à 1h du matin, en cachette, encore et encore. Face à ces images, elle n'a plus su mentir, plus su fuir. Joyce a craqué, elle a tout balancé, comme si les preuves, froides et implacables, l'avaient étranglée à petit feu. Alors, elle a juré qu'elle allait couper les ponts, qu'elle allait rompre. Mettre un terme à cette liaison qui avait failli tout faire exploser.
Pour prouver sa bonne foi, ou du moins sauver ce qu'il restait à sauver, elle a remis les clés de son intimité à son mari, son compte Instagram, ses messages, ses secrets, tout. Eric, les mains moites mais le cœur glacé, s'est connecté avec les identifiants de Joyce depuis son propre téléphone. Chaque notification, chaque mot doux, chaque photo, le transperçait un peu plus. C'était une trahison en 1000 éclats. Et il voulait tout voir, tout comprendre, tout juger. Joyce, elle, répétait son refrain « Je vais changer, je vais réparer, je vais reconstruire ». Elle voulait sauver son mariage, ou du moins éviter qu'il ne s'effondre sous ses yeux. Mais cette nuit-là, quelque chose a basculé. Dans le silence de leur maison, entre les murs trempés de non-dits, Eric Thompson a compris une chose, une seule. Il n'avait plus le contrôle. Et pour un homme comme lui, perdre le contrôle, c'était plus qu'une blessure d'orgueil. C'était une condamnation, impardonnable. Les enquêteurs le savaient désormais. Le mobile était là, brut, féroce, implacable. Une liaison interdite, un mari trahi, un homme blessé dans ce qu'il avait de plus profond, son orgueil. Alors le ministère public a pris ces éléments et les a gravés dans sa stratégie. Le procès s'est ouvert en juillet 2023. Les projecteurs étaient braqués sur Honolulu. Toute l'île suivait chaque audience comme un feuilleton tragique. Et l'accusation, elle, n'a rien laissé au hasard. Elle a dressé le portrait d'un crime né de la jalousie, d'une passion dévastatrice, d'un ego éventré, les messages intimes, les photos, les déclarations, les allers-retours nocturnes, les promesses de rupture, les aveux de Joyce. Tout a été exposé en pleine lumière. Durant le procès, le ministère public n'a pas seulement raconté une histoire, il a démonté un personnage. À la barre, il a dressé le portrait d'un homme qui, en apparence, avait tout. Une famille parfaite, une carrière florissante, une maison de rêve en perspective, une propriété estimée à 2 millions de dollars. Eric Thompson, 34 ans, c'était l'archétype du self-made man. Un entrepreneur rigoureux, organisé, calculateur. Le genre de type qui choisit la couleur de ses cravates en fonction de l'agenda du jour. Il contrôlait tout, ses finances, son image, ses projets, même la perception qu'on avait de lui. Mais quand il a découvert que sa femme, Joyce, le trompait avec John Tokuhara, tout ce qu'il pensait maîtriser s'est effondré. Et ce n'était pas une découverte accidentelle. Non, il ne l'a pas simplement appris. Il l'a fait avouer. Il l'a forcé à se confesser. Pas dans l'intimité d'un salon, devant ses parents, devant ceux qui avaient été témoins de leur union. L'humiliation a été totale. Et pour Eric, cette trahison n'était pas un simple adultère. C'était un coup de poignard, public. Les enquêteurs, eux, ont découvert l'ampleur absolue de la liaison. 5600 messages, en un seul mois. Et ce n'était pas qu'un fantasme numérique. Joyce avait quitté le domicile conjugal à 4 reprises, en pleine nuit, en cachette, pour le retrouver. 4 fois. Pas une erreur de jugement, une répétition. Il faisait régulièrement l'amour dans la clinique de John. Et pour Eric, ce n'était plus une question d'honneur. C'était une question de survie psychologique. Car tant que John vivait, son mariage restait instable. Sa réputation restait menacée. Son contrôle sur sa propre vie restait détruit. Alors l'accusation a levé le voile sur ce que beaucoup soupçonnaient. Eric avait planifié. Il avait regardé sa douleur grandir jusqu'à l'explosion. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les enquêteurs, eux, ne lâcheraient rien. Ils ont tout épluché. Les images de surveillance, semaine après semaine, les horaires, les déplacements, les angles morts, la maison, la voiture, la benne, le feu dans le jardin, même un chapeau tombé au sol qui avait son ADN. Et petit à petit, l'engrenage du crime a été reconstruit. Et au centre de cet engrenage, Eric Thompson, pas en tant que victime, pas en tant que mari blessé, mais en tant qu'exécuteur. Mais lorsque la défense a enfin pris la parole, la salle d'audience a retenu son souffle, car jusque-là, tout semblait clair. Une affaire limpide, un mari jaloux, un amant audacieux, un meurtre passionnel. Mais en l'espace de quelques minutes, tout a commencé à se fissurer. L'image que l'on avait dressée de John Tokuhara, celle du médecin attentionné, du fils respecté, du pilier de communauté, s'est lentement effritée.
égratigné. Selon la défense, Joyce Thompson n'était pas une exception. Plusieurs témoins ont affirmé que John avait entretenu des relations intimes avec d'autres femmes mariées. Dans au moins un cas, cette liaison aurait conduit à un divorce. Et pas un divorce à l'amiable, un effondrement familial. Mais il y avait plus, bien plus. Parmi certains messages retrouvés dans son téléphone, certains faisaient allusion à des paris illégaux, à un réseau clandestin de jeux d'argent, une activité parallèle, confidentielle, que personne ne soupçonnait. Et selon la défense, la police l'avait volontairement ignoré. Les 4 000 $ en grosses coupures retrouvés dans le bureau de John, pour les avocats d'Eric, ce n'était pas un oubli ni un hasard. C'était peut-être de l'argent sale, du cash issu de cette double vie. Pourquoi n'y avait-il pas eu d'enquête plus approfondie? Pourquoi écarter aussi vite l'hypothèse d'un autre mobile, d'un autre ennemi? Et ce n'était pas tout. Pour l'équipe de défense, c'était clair. La police s'était trop vite focalisée sur Eric Thompson, trop facilement, en négligeant les autres pistes. Puis, il y a eu le témoignage de John DeMarco, un homme fatigué, brisé, mais digne. Il a raconté à la barre comment sa femme l'avait quitté, après une liaison avec John Tokuhara. Mais John DeMarco n'est pas venu avec de la haine. Il a dit avoir pardonné. Il s'est remarié. Il a reconstruit. Il n'a jamais souhaité la mort de John. Puis est venu Darrell Fate. Lui aussi, même histoire. Sa compagne. John. Liaison. Éclatement du couple. La police avait envisagé Darrell comme un suspect potentiel, mais il avait un alibi solide. Pas de traces, pas de preuves. Pourtant, il a avoué un détail troublant. Avant de parler à la police, il avait supprimé des données de son téléphone. Pourquoi? La honte, la colère, la peur d'être exposé. Mais lui aussi, à la barre, a été clair. Je n'avais aucune raison de vouloir du mal à John. Ce qui s'est passé, ça m'a brisé. Mais j'ai fini par avancer. Alors oui, John Tokuhara n'était peut-être pas l'icône parfaite qu'on voulait voir. Oui, ses choix avaient laissé des cicatrices. Oui, il avait sans doute blessé des gens. Mais est-ce que cela justifie 4 balles dans la tête? Le ministère public a alors recentré le débat, car au fond, tout revenait à une seule question. Qui avait le mobile? Qui avait les moyens? Qui avait l'opportunité? Et une seule réponse tenait debout. Eric Thompson. Mais la défense n'avait pas dit son dernier mot. Elle a rappelé à la barre d'autres hommes, eux aussi victimes du même schéma. Leurs épouses avaient eu des liaisons avec John Tokuhara, et pourtant, aucun d'eux n'avait cédé à la violence. Pas un seul. Ils avaient été trahis, humiliés, abandonnés. Mais ils avaient choisi de tourner la page. Et puis, le moment tant attendu est arrivé. Eric Thompson s'est levé. Il a quitté son siège de prévenu. Et il est monté à la barre, le regard droit, la mâchoire serrée, les mains légèrement tremblantes. Et là, face au jury, il a raconté son histoire. Il a parlé de confiance, de gratitude. Parce qu'au début, John n'était pas un rival, c'était un allié. Un professionnel qui les avait aidés, lui et Joyce, à concevoir leur fille. Un homme en qui il avait cru. Mais tout s'est effondré, cette nuit-là. Quand il a vu la vidéo de surveillance, Joyce quittant la maison, en cachette, en pleine nuit. Et il l'a dit d'une voix presque éteinte. Je ne comprenais pas comment un homme qui avait contribué à la naissance de notre enfant pouvait ensuite voler ma femme. Il a reconnu que, dans les premiers jours, il avait envisagé d'appeler John, de lui parler, de lui dire sa colère, son écœurement. Mais il ne l'a pas fait. Je savais qu'il ne s'excuserait pas, qu'il ne reconnaîtrait jamais ce qu'il nous avait fait. Alors j'ai choisi de ne rien faire. Il a dit avoir tenté de pardonner, de reconstruire, d'accorder une seconde chance. Il a raconté que Joyce avait coupé les ponts avec John, qu'elle regrettait, et qu'il y avait cru, qu'il s'était retrouvé, qu'il avait même accepté sa part de responsabilité. Peut-être que j'ai négligé ma femme, peut-être que je l'ai crue acquise. Et puis est venu le point de rupture, la question, la seule qui comptait. Avez-vous tué John Tokuhara? Et là, sans détour, sans cligner des yeux, il a répondu « Absolument pas, je n'ai rien à voir avec ce crime. » Mais l'accusation, elle, n'allait pas le laisser s'en tirer aussi facilement. Contre-interrogatoire. Fini la logique. Place à la douleur.
comment avez-vous pu rester si calme en apprenant que votre femme vous avait trahi? Avez-vous lu leurs messages, leurs vidéos, leurs photos? Savez-vous que John lui disait qu'il l'aimait? Eric a tenté de résister. Il a dit que non, qu'il n'avait jamais fouillé le téléphone de Joyce, qu'il ne voulait pas rouvrir la plaie, qu'il avait choisi la confiance retrouvée. Mais la tension montait. Et puis la défense a sorti sa carte finale. Un document, signé 11 jours avant le meurtre. Un accord légal, préparé en cas de divorce. Et dans cet accord, Eric obtenait la maison et la garde exclusive de leur fille. Un accord étonnamment favorable. Trop favorable. Pour le ministère public, c'était clair. Un homme trahi. Un homme au bord de tout perdre. Un homme qui, plutôt que d'être quitté, avait verrouillé le jeu. Et 11 jours plus tard, le rival avait disparu. Mais la défense, elle, racontait une autre version. Joyce aurait proposé cet accord elle-même, un geste de repentance, un acte de loyauté retrouvé, un moyen de dire « je reste et je te le prouve ». Malgré les apparences de réconciliation, le couple Eric et Joyce Thompson restait fragilisé. Une des principales sources de tension était la passion de Joyce pour les médiums, que Eric percevait comme une addiction nuisible, l'accusant même d'avoir alimenté sa liaison avec John Tokuhara. En secret, Joyce avait repris contact avec un voyant 1 mois avant le meurtre, un fait que l'accusation a présenté comme preuve que la confiance était brisée et que les soupçons d'Eric couvaient encore. Le soir du crime, les déplacements d'Eric ont été scrutés. Il a affirmé avoir jeté des briques à la décharge, puis être sorti faire des courses. Mais aucun témoin ni image ne confirmait ses dires, et son pick-up semblait vide sur les vidéos. Quant aux flammes vues dans son jardin, il a expliqué qu'il s'agissait de torches pour jouer avec sa fille, appuyées par un expert. Les objets brûlés retrouvés sur place? Pour ses activités artisanales, a-t-il dit. La défense a aussi contesté les preuves ADN, notamment le chapeau retrouvé sur les lieux, affirmant qu'il n'y avait pas de preuves formelles qu'il appartenait à Eric. Mais le point le plus critique est venu des vidéosurveillances. Les horodatages avaient été modifiés manuellement, ce qui fragilisait la chronologie établie par la police. Pire, les données du téléphone de John contredisaient l'heure présumée du meurtre, et l'application Pokémon Go était restée active bien après cette heure. Au final, ces incohérences techniques et l'absence de preuves directes ont permis à la défense de semer le doute. Et si Eric Thompson n'avait jamais été sur les lieux du crime? Le ministère public a tenté de justifier les incohérences techniques, notamment en expliquant que l'application Pokémon Go s'était arrêtée uniquement lorsque le téléphone de John s'était éteint, probablement par manque de batterie. Mais si le téléphone avait été éteint manuellement, cela signifiait que John était encore vivant après 20 heures, remettant en cause l'heure présumée du meurtre. Ce doute a persisté. Joyce Thompson n'a pas témoigné, invoquant son droit en tant qu'épouse de l'accusé. Pendant que la défense pointait la double vie de John Tokuhara, l'accusation insistait sur les incohérences dans les déclarations d'Eric Thompson, notamment sur ses déplacements. Après 3 jours de délibération, le jury n'a pas pu trancher. 9 jurés étaient favorables à la culpabilité. 3 étaient pour l'acquittement. Le juge a donc déclaré le procès nul. L'affaire est restée non résolue jusqu'en 2025. Un second procès s'est tenu en janvier 2025, mieux préparé des deux côtés. En février 2025, Thompson a été reconnu coupable de meurtre au second degré et d'utilisation d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. La peine qui attend Eric Thompson est la suivante: la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle, dont les modalités exactes, durée minimale à purger avant éligibilité à la parole, seront fixées par le juge lors de la sentence finale. En pratique, cela signifie qu'Eric Thompson passera probablement des décennies derrière les barreaux avant de pouvoir éventuellement demander une libération. Et ce uniquement s'il démontre d'ici là une réhabilitation exemplaire. La sentence définitive sera prononcée le 27 juin 2025, mais le verdict du jury scelle d'ores et déjà le sort d'Eric Thompson. Celui-ci, désormais détenu à l'Oahu Community Correctional Center en attendant son transfert, a indiqué par la voix de ses avocats qu'il ferait très probablement appel de sa condamnation, estimant ne pas avoir eu un procès équitable. Mais en attendant d'hypothétiques procédures d'appel, l'affaire est close sur le plan judiciaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Si cette histoire vous a captivé, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager cette affaire autour de vous. À très vite pour une nouvelle histoire.